Merci. Donc là, on est en direct. Okay. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la différence entre la qualité de vie au travail et la QVT. Donc, nous allons nous présenter rapidement. Je vais laisser mon collègue se présenter. Merci. Bonjour, moi c'est Damien. Je suis consultant et formateur en QVT. Et là, vous allez apprendre au fur et à mesure ce que c'est qu'une QVT. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout ça, je vais vous laisser avec mon collègue. Bonjour, moi c'est Raphaël, donc je suis formateur des praticiens bien-être en entreprise et aussi consultant risque psychosocial. Donc ce webinaire a été fait à la demande du groupe Demos concernant la différence entre la qualité de vie et le bien-être en entreprise. Donc nous allons voir la petite histoire de la QVT. On va passer rapidement aussi sur le dernier accord ANI, donc accord national interprofessionnel sur justement la QVT. Quels sont les outils de la QVT, le document unique, les risques psychosociaux, etc. Le bien-être en entreprise, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup à dire. Et ensuite, bien évidemment, nous allons aborder les grandes tendances du bien-être en entreprise. Donc, si vous avez des questions, nous sommes aussi à votre disposition. Donc, je vais laisser la parole à Damien qui va présenter la QVT. Oui. Avant de voir le programme plus en détail, c'est un petit rappel que beaucoup de personnes ont. Je l'ai souvent en formation. Tout simplement, les personnes pensent que la QVT, c'est très récent, ça date de 4-5 ans, et pour les entreprises, on met juste un baby-foot et c'est amplement suffisant. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une démarche en 4 étapes. On va le voir au fur et à mesure. Et vous allez réellement comprendre que c'est un petit peu plus complexe, tout simplement puisque ça date des années 50. Donc, on retrouve le fondement de la qualité de vie au travail, donc QVT, dans les années 50 chez Eric Tries, qui est basé à Londres. Il met en évidence l'importance du collectif de travail et de son autonomie. Beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui est individuel. Le bien-être, c'est mon propre bien-être et au niveau du travail, il n'y a que moi. Or, ce n'est pas exact. Tout à fait. D'ailleurs, aux USA, dans les années 60, on a Frédéric Exbert qui place l'analyse sur l'idée d'intégrer des facteurs dans la situation réelle de travail, enrichissement et élargissement des tâches importantes, un travail valorisant. C'est les premiers prémices de la différence entre la personne au travail et le travailleur au travail. Le terme de QVT est mentionné dans la première fois lors d'une conférence à New York en 1972, où un groupe de chercheurs est constitué pour en donner une définition qui agrège 4 aspects, ce qu'on appelle la roue de la QVT. N'est-ce pas, Damien? Oui, tout à fait. Et en France, ça date des années 2013, avec l'accord national interprofessionnel, ce que tu essayais de me dire tout à l'heure. L'accord professionnel, au tout début, en France, c'était basé sur une amélioration des conditions de travail avec les risques professionnels. Donc, pour reprendre un petit peu les définitions de la QVT, on intègre l'intégrité physique, l'intégrité psychique, qui inclut donc tous les risques psychosociaux, le développement du dialogue social et l'équilibre de vie au travail et hors travail. Ça, c'est Louis David et Albert Chen qui l'ont mis, ce qui sont devenus les prémices de maintenant ce qu'on appelle les labels RSE, du dialogue social, de l'équilibre de vie au travail, qui sont deux pétales importants de la roue de la QVT. Donc en France, on a longuement préféré utiliser l'expression amélioration des conditions de travail avec une connotation plutôt basée sur les risques et la prévention. Et
comme le disait très justement Damien, le terme de QVT est émergé dans les accords d'entreprise depuis 2013. Une définition commune avec tous les partenaires sociaux, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, leur capacité à exprimer et à agir sur le contenu, celui qui détermine la perception de la qualité de vie au travail. Et ça a donné les améliorations des accords de la QVT que nous allons bien voir. Donc les améliorations de la condition de travail, on va aussi parler de contenu, d'organisation, d'environnement de travail et de conduite du changement. On va passer là-dessus. Donc c'est les accords ANSI du juin 2013, c'est les actions qui permettent de constituer à la fois une amélioration des conditions de travail pour les salariés et les performances globales de l'entreprise. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que pour la qualité de vie au travail, il faut aussi bien sûr parler de performance de l'entreprise. Un patron ne va pas simplement dire il y a du bien-être, mais je vais absolument perdre de l'argent, du profit, de la rentabilité. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça, lors des chiffres qui sont aussi bien en risques psychosociaux que sur la QVT, vous avez le professeur William Dab, hein, qui est une des sommités en France sur la prévention, dit bien 1 euro investi dans la prévention, c'est 4,20 € de rentabilité à 18 mois, donc ça ne va pas être comme un compte en banque, mais ça va être le gain économiser sur la prévention des risques, et quand on arrive aux risques psychosociaux, on est sur un rapport de 1 pour 13, sachant que la QVT découle de facto et automatiquement de l'analyse de risque des risques psychosociaux que nous allons voir tout à l'heure. D'autant plus que l'organisation se transforme dans ce qu'est la question du travail. Faire partie est intégrante des objets stratégiques de l'entreprise et doit être prise en compte dans son fonctionnement quotidien, afin notamment d'anticiper les conséquences des mutations économiques. Ce que l'accord de 2013, qui a été le premier accord, a vraiment commencé à déployer, c'est vraiment la capacité des salariés à exprimer et à agir sur le travail. Extrait de l'accord, des conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. C'est pour ça que dès 2013-2014, les premiers audits et les premières analyses de la qualité de vie au travail faits par l'Agence nationale d'aide aux conditions de travail, l'ANACT et les ARAC, donc les régionales, ont commencé à déployer la qualité de vie au travail, et ça a vraiment été les salariés qui devaient s'exprimer au travers de groupes de travail, au travers de groupes de parole, etc. Et le problème qui se passe et qui en découle, c'est surtout il faut réussir à savoir décloisonner. Un patron va avoir plutôt, il va penser directement comme un point de vue économique, mais pas forcément un point de vue de bien-être. C'est-à-dire, le patron d'entreprise va tout simplement avoir une mission, il a réussi à décrocher un marché, il va en parler après à ses chefs, ses responsables. D'un point de vue positif, en disant ça y est, on a réussi à avoir le marché à plusieurs millions ou autres, que sais-je encore. Et ce qui va se passer, c'est que la pression va augmenter continuellement. Les responsables, eux, ils vont réussir à voir les chefs de service qui vont directement leur dire « Ah, regardez, on arrive à avoir des contrats à 1 million ». Et de facto, la pression va continuer à augmenter au niveau de l'entreprise sur les salariés, pour simplement dire que si je rate, si je ne fais pas mon travail correctement, l'entreprise va perdre 1 million. Il faut réussir à décloisonner cet aspect-là. En QVT, on arrive à le faire, comme l'a dit très justement mon collègue, il faut arriver à casser le côté psychorigide de la communication verticale et transversale. Effectivement, il y aura des informations confidentielles au niveau des salariés et qui n'ont pas lieu d'être communiquées en dehors des comités de direction, des comités de direction restreints, mais il est bien évident, c'est que la base étant la communication. Et les dernières années, on est parti plus sur une tendance de faire de la communication écrite au détriment du verbal. Donc,
on a ici un petit tableau que je vais bien évidemment laisser Damien présenter, parce qu'il le connaît par cœur, qui est ce qu'on appelle le tableau de la QVT. Damien, peux-tu nous l'expliquer? Oui, tout à fait. Comme j'expliquais avant, là, ici, vous avez visuellement ce qu'est l'entreprise. Pour simplement avoir un avion, on a le service commercial et les services au sol. Donc, si vous voyez la première image, vous voyez simplement qu'il y a tout un tas de personnes qui sont quand même assez joyeuses et autres. Le service au sol, lui, va penser plutôt à un point de vue technique. Le service aéroporté, lui, il va voir l'avion comme un hélicoptère. Le service financier, lui, c'est uniquement la rentabilité. Donc, plus il y a de monde dans l'avion, plus il y aura une rentabilité. Le service entretien, lui, va voir simplement l'avion en pièces détachées. Il faut peut-être le moteur, il faut peut-être plus une aile, il faut peut-être aussi le carburant, bien évidemment, mais peut-être aussi des petits composants que l'ensemble ne voit pas forcément, mais qui sont quand même indispensables. Et le service ingénieur, lui, il pense directement à l'optimisation au niveau des moteurs. Bien évidemment, nous avons gardé le meilleur pour la fin, les pilotes, donc la direction qui voit vraiment la route, mais ne voit pas tout le reste à côté. Et c'est vrai que quand on fait des interventions d'entreprise, il faut arriver à mettre tout le monde autour d'une table. Et les premiers relevés que l'on voit sur le terrain, c'est tout de suite le côté ça va coûter combien, et on est parti vraiment sur des améliorations techniques, mais vraiment basées sur le financier. Or, si on arrive à faire, comme le dit l'accord national interprofessionnel de 2013, parler avec les salariés, on s'aperçoit que dans les 3/4 du temps, si on utilise des techniques top, donc techniques organisationnelles et personnelles, personnel étant l'humain, on s'aperçoit que le côté financier arrive très vite en deuxième position, et avant c'est juste une question d'organisation. Et l'organisation, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans l'entreprise, c'est vraiment de se remettre en question, en tout bien tout honneur et dans le sens noble du terme, en disant voilà, on a fait ça, mais maintenant on va aller vraiment vers le mieux. Et cette impulsion de mieux et commence à rentrer dans l'entreprise sous le terme de mieux-être, qu'on va bien évidemment aborder tout à l'heure, plutôt que le bien-être. Le bien-être, c'est une expression un petit peu désuète et vraiment, alors que le mieux-être, c'est vraiment aller vers le mieux dans tous les sens. J'ai eu l'occasion ici de parler avec un directeur et ce qu'il me disait, mes employés, ils sont bien, ils ont un salaire à la fin du mois et ils ont un travail. Oui, alors, il faut réussir à décloisonner, justement, en vue d'avion, et de réussir à leur faire comprendre que ce n'est pas suffisant. Et la QVT, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Il suffit simplement d'instaurer un dialogue entre toutes les branches. Et surtout, essayer d'intégrer au niveau des COPIL, donc des comités de pilotage ou des CODIR, comités de direction, les intervenants, les salariés qui, eux, ont une vision objective de leur travail. Et pour des aménagements de poste ou autres, il suffit simplement d'avoir ces relations-là. Et on va s'apercevoir que le patron va peut-être demander des nouvelles machines avec des nouveaux EPI, donc des protections individuelles, et le salarié va simplement dire « Ah ben non, moi cette machine-là, elle me conviendrait mieux ». Comme pour les EPI, certaines personnes ici, avec le Covid, tout le monde a porté des masques. Il y a des masques de protection autres qui existent. Et de temps en temps, ce n'est pas forcément de prendre les plus chers qui est un avantage. Il suffit simplement de demander aux salariés par rapport à un patron qui peut décider ça sera entre telle et telle fourchette de prix. Et on va s'apercevoir que le salarié va peut-être pas prendre le plus cher. Donc ça, tout ça fait partie réellement de la qualité de vie au travail. Comme je disais au tout début, ce n'est pas forcément avoir uniquement un baby-foot. Voilà. C'est réellement sur le concret, sur ce que vous faites avec les aménagements de poste éventuels. Là, on va voir une démarche de qualité de vie au travail. Ça se fait en 4 axes. Donc, on passe d'une logique d'empilement d'actions à une approche plus structurée visant la cohérence et faisant un sens sur le plan stratégique. On accompagne les mutations et les organisations dans un souci de préservation du bien-être des salariés. On intègre un volet
QVT dans une démarche de RSE, label de responsabilité. Favoriser le maintien et le développement de l'engagement au travail du personnel, répondre à un problème d'absentéisme et de présentéisme. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le présentéisme, ce sont des personnes qui sont physiquement là parce qu'elles ont besoin de travailler, mais mentalement là, parce qu'elles ont des problèmes personnels, graves ou moins graves, ne sont pas là mentalement. Et ça pose problème. Si vous avez de l'absentéisme, en hauteur par exemple de 10%, 15%, il vaut bien que le présentéisme, c'est le double. Et ça, c'est très compliqué à déterminer parce qu'on va arriver sur des signaux faibles. Mais derrière tout ce phénomène-là, vous allez avoir un énorme turnover, une démotivation et une dégradation éventuellement du climat social qui peut répondre sur des enjeux d'attractivité de l'entreprise, de fidélisation du personnel ou plus globalement l'image de marque par rapport à tous les problèmes de réseaux sociaux. Donc, une fois que vous avez bien fait vos analyses, là, à ce moment-là, vous allez rentrer dans la démarche de la QVT en 4 étapes et je vais laisser mon collègue vous expliquer cette démarche. Oui. La démarche en 4 étapes, c'est dit 4 étapes, mais on peut l'apprendre à n'importe quel moment. On peut très bien commencer par rentrer au niveau de la deuxième ou la troisième. Généralement, la quatrième est un petit peu différente. Donc, la première étape, c'est simplement, on va définir le cadre, définir les processus avec tous les acteurs. C'est-à-dire, comme je disais au tout début, c'est les copies, le CODIR. Et on va réussir à réunir toutes les personnes pour les aménagements de poste. Oui, voilà. Pour les aménagements de poste ou tout simplement pour tout ce qui peut être fait. On peut même partir jusqu'à la création d'une nouvelle aile en prenant directement la base, c'est les plans de construction d'architecte et aménager tout le tour autour. On peut, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Damien, un audit en ergonomie qui est obligatoire à faire pour les employeurs peut déboucher sur une démarche de QVT derrière. Ça a déjà été fait et c'est tout simplement assez facile à comprendre le système parce que quand vous faites un audit, tel qu'il soit, vous allez avoir une remontée des problèmes et dans ces cas-là, comme le disait Damien très justement, on peut partir directement sur la phase 2 vu qu'on a déjà identifié une thématique. Oui, c'est exact. Donc ici, la première et la deuxième sont quand même assez liées ensemble. Le COPIL et le CODIR vont toujours suivre l'évolution du plan. Ils vont être là pour quelques mois, quelques années, tout dépend de la démarche qu'il y a à faire. Donc ici, après, on va identifier les thématiques, donc on va parler réellement du travail. On ne va pas faire des réunioniques, excusez-moi l'expression, où on va simplement parler que du temps qui fait dehors et il y a des thèmes, il y a un cahier, des charges sur tout ce qu'on va parler et il faut absolument le maintenir. Une fois que toutes ces étapes sont faites, ici on va expérimenter. Donc ici on va ancrer concrètement tous les projets au niveau des fonctionnements, du management, au niveau du quotidien, des expérimentations éventuelles. Et à chaque étape, on va remonter tout ça toujours à la direction, bien sûr avec les personnes concernées. Pour aller un petit peu plus loin dans le détail, c'est vraiment de l'expérimentation. Et c'est là où au niveau des copies et des CODIR, il faut être extrêmement vigilant. Ce n'est pas parce que un projet a parfaitement réussi au service achat qu'il faut de facto le prendre et le dupliquer sans une analyse qui n'a pas besoin de durer pendant des jours, directement au service export. Un service ça a bien fonctionné, peut-être que ça n'ira pas sur le deuxième service export, mais peut-être que le deuxième service export aura besoin d'une autre projet ou d'une autre approche, d'une autre expérimentation, et que la synthèse des deux pourra faire qu'au niveau du SAV, ça pourra partir. On l'a déjà vu assez régulièrement. Oui, c'est exact. Et ici, bien sûr, la quatrième étape, c'est que on va essayer de transmettre les apprentissages, de transférer et de diffuser, comme tu essayais de le dire tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est la majorité partie de la QVT. Il faut absolument avoir le dialogue. Le dialogue, nous vous mettons en garde aussi, le dialogue, il faut faire attention, c'est qu'avant même de dire on va démarrer une démarche de QVT annoncée aux salariés, il faut déjà que le dialogue social soit bien mis
dans l'entreprise. Et la manière la plus simple de faire, c'est que dès que vous avez fait une bonne analyse de risque, et ça on va le voir un petit peu plus tard, dès que vous avez vraiment cerné vos risques dans votre société, à ce moment-là, vous pourrez directement avoir un meilleur dialogue social parce que tout simplement, tout le monde sera d'accord sur la problématique. Et ce n'est pas parce que vous avez une problématique que vous êtes un mauvais employeur. Ça n'a strictement rien à voir. Vous avez des contraintes externes, des contraintes internes. On sort de la pandémie, on sort du Covid, on est en télétravail. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui rentrent dans la roue de la QVT que nous allons voir tout de suite. Donc ici, vous voyez, ici, relation au travail, climat social, contenu du travail, santé au travail, compétences, parcours professionnel, égalité professionnelle pour tous et management participatif, engagement. Donc au niveau de cette roue de la QVT, si vous partez directement sur la première, alors la relation au travail, le climat social, c'est vraiment l'organisation des réunions internes, les diffusions des supports internes, les rôles des instances, donc instances représentatives du personnel aussi, qui sont bien évidemment associées à cela, les événements conviviaux et le lieu de pause. Donc là, on commence un peu à aborder le bien-être et le mieux-être au travail. C'est vraiment une des deux pétales qui est le plus facilement à faire. Après, bien évidemment, le contenu du travail, bah ça, c'est ce que le salarié fait. Donc, c'est avoir la clarté au travail, l'autonomie dans le travail, est-ce qu'il est suffisamment autonome, etc. Les moyens pour réaliser le travail, la clarté des consignes, la gestion de l'activité, la répartition de la charge de travail. Il est bien évident, c'est que on peut s'aider aussi pour ça des méthodes anglo-saxonnes qui peuvent faire l'objet d'un futur webinaire ou des questions après webinaire. Mais tout ça, c'est vraiment avant la clarté et l'autonomie au travail. Et ici, pour la santé au travail, on a la prise en compte de la santé, les diffusions du document unique, donc on va en parler un petit peu plus tard, la mise en œuvre des plans d'action, les prises en compte des RPS et TMS, ce qui est le grand mal actuel, l'augmentation des lieux de poste, l'optimisation des déplacements professionnels. Après, vous avez ici les compétences parcours professionnels. Donc, c'est les parcours d'intégration, l'entretien individuel, la gestion des compétences, les plans de formation, l'adaptation des compétences et l'utilisation des dispositifs. Si on veut vraiment faire partie de la roue de la QVT commence dès qu'il y a un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise. L'accueil, c'est déjà la première porte d'entrée de la QVT, sachant que selon les statistiques actuelles en France, qui sont peut-être un petit peu faussées à cause des événements de la pandémie, 20% des collaborateurs n'ont pas envie de rester dans l'entreprise dès le premier jour. Donc si vous voulez vraiment réussir votre QVT, là vous avez une magnifique porte d'entrée qui n'est pas vraiment très compliqué à mettre en place, c'est juste un bon accueil et on pourra le développer bien évidemment plus tard. Et pour rebondir ce que tu disais, c'est aussi bien sûr l'égalité professionnelle. Donc c'est les conditions de vie professionnelle et des vies personnelles, des aménagements des horaires, des usages des outils de communication, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les pyramides d'âge et les prises en compte des handicaps. On insiste bien sur la conciliation de la vie personnelle et professionnelle. C'est un vrai problème qui peut déboucher très vite sur des risques psychosociaux. Donc, si vous avez ce genre de problème dans vos entreprises ou dans les entreprises où vous intervenez, la première chose à faire, c'est vraiment de regarder comment l'employeur peut vraiment faire une égalité professionnelle pour tous. Et c'est pour ça qu'après, on va rebondir sur la dernière roue, qui est le management participatif et l'engagement. C'est très simple à faire, hein, c'est la connaissance de la stratégie du projet d'entreprise. Donc là, c'est vraiment, il faut qu'il y ait, comme on parlait tout à l'heure, de cette communication malheureusement trop souvent psychorigide, c'est restreint, c'est secret. Il faut vraiment une connaissance de la stratégie du projet d'entreprise. Il faut qu'il y ait une clarté des rôles. Ce n'est pas au manager de proximité de tout faire, d'être le relais de toutes les instances. Il y a des relais dans l'entreprise. Le Code du travail en impose. Vous pouvez en faire d'autres. Il y a les accords de branche, les accords d'entreprise. Tout ça, ça fait partie de la roue de la QVT. Vous avez aussi la diffusion des procédures de travail, donc ce qu'on appelle vulgairement les fiches de poste, les notices de poste. Le temps d'échange sur le travail, faire des petites réunions,
une fois par semaine, d'un quart d'heure, des petits briefings comme ça, informels. On va parler des difficultés de chacun. Ce sont des méthodes dites anglo-saxonnes, je dis bien dites anglo-saxonnes, mais en fait, on le faisait dans les années 50, on ne le fait plus maintenant. Remettons cela au goût du jour. Et surtout, la transparence de la politique de rémunération et bien évidemment des informations sur le changement. C'est pas facile à faire, les informations sur le changement. On le voit souvent tous les jours, Damien pourrait vous en parler aussi. Il y a des fois, vous n'aurez pas le temps de le faire parce qu'il y a un nouveau marché, parce qu'il y a un client, parce que malheureusement il y a un accident de travail, parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui vient de sortir, parce qu'il y a un événement politique international qui fait que vous ne pourrez pas le faire. Mais essayez dans la mesure du possible, même si c'est arrivé d'hier, juste 3 minutes avec le collaborateur, de lui dire voilà, on ne peut pas parce que là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus on est transparent, plus la rôle de la QVT est bien faite. Damien, je te laisse rebondir là-dessus. Bien, étonnamment, je n'ai pas non plus grand-chose à dire, mais pour réellement mettre les choses au point, Annecy, en revenant toujours là-dessus, et les accords de la qualité, merci Raphaël. Tout simplement, il y a eu une amélioration en 2021 sur la qualité de vie au travail. Parce que, comme je vous le disais au tout début, la qualité de vie au travail, beaucoup de personnes pensaient simplement que ça avait que 2-3 ans et que c'était uniquement un baby-foot. Donc ici, il y a eu un accord interprofessionnel sur Annecy qui a eu lieu en 2020. Sur la santé au travail, les formules d'un certain nombre de nouveautés, parmi lesquelles l'acronyme QVCT, c'est qualité de vie et conditions de travail. Donc là, réellement, on essaie de clarifier la situation et on va parler de conditions de travail. La QVT, comme c'est précisé sur le slide, est une lettre de plus, ne devrait pas apporter des modifications majeures. C'est simplement, on est dans la continuité de l'évaluation des risques. Il ne faut surtout pas prendre ça comme un handicap, c'est un atout. Vous avez votre analyse de risque et derrière, vous êtes dans la continuité. Portant à regarder de plus près, la QVTC pourrait signifier une rupture plus importante qu'il n'y paraît en matière de travail. Les négociateurs des organisations principales ont fait part de leur avis favorable. Côté patronal, l'U2P comme la CPME sont signataires. Mais c'est surtout une question de culture d'entreprise. Comme me disait très justement Damien, maintenant on est vraiment dans la culture de la prévention des risques professionnels sur le mécanisme de répartition des atteintes à la santé des travailleurs. On n'est plus vraiment sur le côté QVT un peu obsolète que nous avons vu dans les entreprises il y a 20 ans où c'était pour les femmes, on faisait venir une esthéticienne, on faisait venir un coiffeur. Pour les hommes, c'était le baby-foot ou le match de foot l'après-midi. On n'en parle plus une fois par an, c'était bien. Maintenant, on est vraiment, par rapport au rapport Lecoq et à Carole Grandjean, on est vraiment dans des mécanismes et dans une culture de prévention des risques. Et c'est pour ça que cela a été voté le 17 février 2021. Ce qu'on pourrait en dire, on pourrait en dire beaucoup de l'accord, je vous laisserai le voir et on reste bien évidemment à disposition, mais il est bien évident, c'est qu'il y a un principe essentiel d'une transition de la QVT vers la QVTC. Donc, au moment où nous traversons une crise sanitaire qui ne semble pas finir, même si les nouvelles sont rassurantes, une telle actualité permet de rappeler aux institutions que la performance ne peut pas se construire sans agir au moyen sur les conditions de travail. Donc, le nouvel accord résume l'articulation renouvelée entre qualité de vie et santé au travail ou encore un renforcement de la proximité des services de santé au travail et des services de prévention. Il est aussi question d'une démarche continue de la prévention primaire. Et ça, on insiste bien sur la prévention primaire. Je vais vous en parler longuement à la fin à la troisième partie du webinaire. La prévention primaire, c'est vraiment ce qui se fait vraiment tout en amont. Plus vous serez dans la prévention primaire, moins vous aurez de réparation à faire. Donc, en matière d'amélioration de la prévention des risques au travail, cette ambition est portée par une notion qui fait son apparition dans la QVTC. D'ailleurs, on ne parle plus de QVT, mais de QVTC. L'amélioration de la qualité de vie au travail des agents s'inscrit dans une série d'actions sérieuses de manière directe à celle des conditions de travail. Autrement dit, c'est l'occasion d'en finir avec les actions telles que, comme on parlait depuis le début, les cours de yoga, le baby-foot, etc. Ils ne rentrent pas tout simplement dans ce périmètre qui pourtant sont souvent considérés à tort comme des actions de QVT. Là, on va rentrer vraiment dans le bien-être au travail. Donc, la QVTC nous ramène en effet aux sujets centraux d'une organisation, les pratiques,
le maintien dans l'emploi, les trajectoires professionnelles, la conduite et transformation. Et je laisse Damien vous expliquer un petit peu plus en amont. Tout simplement, ici, les personnes se sont aperçues que les médecins du travail, il y en avait quand même peu, ils étaient quand même assez débordés. Donc la QVTC a simplement permis de mettre en évidence ce manque de médecins. Donc ici, il y a 5000 professionnels dont le nombre sont proches de la retraite. L'accord prévoit que les médecins généralistes, qui s'abattent sur du volontaire, vont réussir à prendre le relais de ces professionnels, de ces personnes qui vont partir à la retraite. Donc ici, on sera dans une situation d'inter-entreprise, donc une SSTI. Donc c'est services de santé au travail qui vont devenir les services de prévention de la santé au travail, donc le SPST. En France, on aime bien tous les acronymes. Plus il y a d'acronymes, plus on aime. Et c'est avec la proposition d'amélioration, le maillage territorial, les missions de coordination, afin de contrer l'hémorragie des services proposés. Une offre de socle et la labellisation doit voir le jour. Tout ça rentre bien évidemment dans le plan santé au travail que le gouvernement est en train de sortir, dont nous verront les conclusions bientôt, et la future fusion de l'INRS, donc l'Institut national de la recherche et de la sécurité, l'ANACT, les CARSAT, le côté prévention, et l'OPBPTP qui doivent fusionner dans une instance dans le plan santé au travail à l'initiative du rapport Lecoq, pour ne citer que lui. Ici, il y a une chose importante à en redire, c'est aussi les branches PME, ils ne sont pas oubliés. Donc, il suggère la création d'une commission paritaire dédiée à la santé et à la sécurité au travail au sein des branches professionnelles, et proposer la création d'une commission de sécurité de santé au travail et suggérée dans les entreprises de moins de 300 salariés dans le cadre du CSE. Donc effectivement, moi-même je suis aussi formateur CSE, c'est en fait l'ex-CHSCT qui est devenu Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail, et la grande tendance c'est qu'on part sur une commission. Alors attention, je précise très rapidement, la commission est là pour aider le CSE, mais n'est pas là comme une instance. Mais elle aura la fonction d'être le lien de la santé sécurité au travail, et permettra comme ça d'aller plus loin dans la QVTC, sachant que 80 000 salariés chaque année sont déclarés inaptes par médecin du travail et licenciés, ou alors avec des aménagements de poste, ce qui fait quand même un petit peu beaucoup selon le syndicat national des professionnels de la santé au travail. Beaucoup de personnes, dès l'embauche, doivent avoir une visite médicale et une visite à mi-carrière, mais combien de fois dans la réalité on a la visite normalement pré-embauche qui va avoir lieu 4, 5, 6 mois plus tard? Et la visite mi-carrière, certaines personnes n'ont même pas l'occasion de le faire, puisqu'il y a aussi un énorme turnover au niveau des entreprises. On ne reste plus dans une entreprise du début jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, pour cela, quels sont les outils pour vous aider sur la QVT? Donc, pour l'ANACT, donc l'Agence nationale d'aide aux conditions de travail, la QVT désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail et la performance globale, d'autant que leur organisation se transforme. Ça, c'est l'ANI de la QVT de 2013. Et donc, elle s'inscrit donc dans une dynamique assurantielle préventive portée historiquement par les risques psychosociaux, le fameux rapport GOLAC. Donc, la prévention primaire, c'est là où la QVTC a tout son sens. Ce sont des actions concrètes mises en œuvre dans les entreprises pour lutter contre les risques professionnels ou prévention primaire, doivent, comme écrit dans l'ANI, s'attaquer en amont aux causes profondes des risques professionnels avant qu'ils ne produisent leur effet. C'est tout simplement le primaire. Un investissement aux effets durables contribuant à la performance individuelle et collective. Pour cela, il y a bien évidemment le document unique d'évaluation des risques professionnels, DERP, qui demeure l'outil essentiel de l'évaluation des risques professionnels et la traçabilité des expositions, sachant que ce document unique-là, vous avez un plan de prévention annuel qui centralise et synthétise toutes les actions de l'année en cours, et dès qu'on a fait ce plan-là, la QVT découle
de source. On le voit quasiment à chacune de nos interventions. Et ils doivent être aussi, bien sûr, annuels. Annuels, bien évidemment. Ce qui n'est pas forcément dit, et surtout fait. Donc les employeurs, l'ANI stipule que les employeurs sont incités à développer des actions de prévention, tout en rappelant que la jurisprudence a mis qu'un employeur et ses délégataires pouvaient être considérés comme ayant rempli leur organisation s'ils ont mis en œuvre des actions de prévention, c'est-à-dire analyse des risques du document unique, et que les actions qui ont été décidées soient faites, sauf cas exceptionnel de contrainte. Et pour aller plus loin, il y a aussi, bien évidemment, dans la déresponsabilisation de l'employeur, il doit mettre en place toutes les formations réglementaires obligatoires. Donc, en parlant du harcèlement moral et sexuel, avec tout ce qui peut être aussi gestes et postures. Après, on pourrait aussi avoir, bien évidemment, la santé, sécurité au travail, même aussi du secourisme. C'est aussi important d'avoir dans les lieux de travail. Et pour revenir sur les risques professionnels, il y a aussi des risques professionnels qui sont classés et bien sûr qui doivent être avec des formations adaptées. Donc surtout les risques physiques, chimiques, biologiques, ça peut même aussi être sur le nucléaire, tous les accidents liés aux contraintes et aux situations de travail. D'autres ayant émergé plus récemment. Par exemple, vous pouvez retrouver tout ce qui a été l'amiante, ce qui est quand même quelque chose d'assez récemment. Et maintenant, vous allez aussi avoir tous les microparticules dans les produits de beauté ou autres qui sont avec soit à base cancérigène, soit autres. Sachant que les troubles musculo-squelettiques sont une conséquence des risques psychosociaux, étant donné que les risques psychosociaux, il suffit juste de prendre le rapport Golac, il y a 6 facteurs qui donnent 3 risques psychosociaux qui donnent toutes les conséquences. Et c'est pour ça que les risques psychosociaux vous permettent d'avoir une bonne analyse de vos TMS. Donc autant nous vous incitons à bien faire vos analyses de risque. Comme ça, vous les aurez tous et vous pourrez vraiment partir sur de la QVTC en toute sérénité. Et ici, la slide suivante, pour tout ce qui est risques psychosociaux, les burn-out, tout ce qui peut être aussi niveau harcèlement, il y a des choses qui existent et qui doivent être aussi mises en place. Et tout ça se regroupe sous le label RPS. Donc ici, c'est pour tout ce qui est le burn-out. Quand c'est le corps qui lâche physiquement. Après, ça peut être aussi tout ce qui est les dépressions qui n'ont rien à voir avec les burn-out. Après, c'est les risques psychosociaux. Ça peut être des causes multiples. Hein. Ça peut avoir lieu soit au niveau du temps de travail, soit en dehors. Il suffit simplement de recevoir une mauvaise nouvelle, d'avoir sa voiture qui est abîmée, ça nous crée un stress et qui peut aussi se déplacer sur le côté professionnel de l'entreprise, puisque les deux sont liés. Même si la base, bien évidemment, n'est pas le travail, ça va sans dire. Mais l'employeur se doit d'évaluer, il doit également mettre en place des actions de prévention dans l'activité professionnelle et respecter strictement la vie du salarié. Oui. Et tout ça se remet dans le document unique et la conservation des versions successives est désormais obligatoire et ce pendant 40 ans. Le CSE et notamment la CSCT doivent être mobilisés pour son élaboration et sa mise à jour. Le DURP sera un véritable objet de dialogue social. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. Il n'y a pas, si vous voulez créer du dialogue social, allez dans le DURP, ça vous pourrez vraiment faire du dialogue social. Donc l'obligation d'élaborer le DURP est assortie d'un programme annuel de prévention est attendue à l'ensemble des salariés, dont celles qui ont un effectif inférieur à 50 salariés, c'est à partir d'un salarié. L'organisation du travail est ajoutée dans le DURP comme une source de risque professionnel, devant faire l'objet d'une évaluation et de l'action de prévention. Cette dimension va dans le sens d'une prévention renforcée sur le versant des risques psychosociaux, c'est la loi SMN depuis 2014. Et tout ça pour dire que l'INRS a développé pas mal d'outils concernant les risques psychosociaux. Utilisez-les, abusez-en, en plus tous ces outils-là sont gratuits et ça vous permettra vraiment de préparer votre QVTC. Mais tout ça, le bien-être en entreprise, c'est quoi, Damien? Oh, vaste question. C'est un terme générique qui est aussi utilisé à mauvais escient, comme on avait parlé assez récemment. On pourrait aussi parler de mieux-être. Donc, on parle de bien-être, mais le mieux-être au travail, c'est quand même quelque chose qui est très important. Assez récemment, d'ailleurs, l'INRS a mis un dispositif, c'est le bien-être au travail,
Donc vous pouvez retrouver directement sur leur site, et c'est le NS 267. Où ils vont réellement aller en détail sur tout ce qui est le bien-être avec ses contraintes, ses avantages. Donc, pour vous l'expliquer, en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est la distinction entre bien-être de la personne et bien-être du travailleur. On a la personne au travail et on a le travailleur au travail. La personne au travail, les facteurs essentiels, c'est le respect de l'intégrité physique, morale, la santé, l'hygiène, l'absence de violence interne, violence externe, violence verbale, violence physique, le harcèlement qui peut être interne, qui peut être externe, et les facteurs périphériques, facilité, agrément, confort de vie au travail, par exemple des fontaines à eau, des salles de repos, etc. Et le travailleur au travail, ne pas être empêché de faire la tâche, avec tout ce qui peut y arriver, être tout simplement dérangé parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Disposer des conditions nécessaires à la réalisation de la tâche, la mission, pas de contradiction entre la pratique et le sens idéal du travail, donc des formations, et la facilité, agrément, confort dans l'exercice spécifique des tâches et des ergonomies de poste. Tout ça, c'est vraiment le travailleur au travail. Pour en résumer, il faut réellement penser sur la cohérence de rôle. Donc c'est toujours les infirmières, les comptables, les enseignants, comme vous voyez actuellement. Donc c'est au niveau des infirmières, c'est les masques émotionnels qui peuvent être souvent. On ne parle pas de ces soucis, ça n'existe pas, mais je continue à ruminer quoi qu'il arrive. Et au niveau de la comptable, c'est avoir les bilans irréprochables. C'est ce qu'on tend à faire, ce qui est difficile à mettre en place, mais on essaie toujours d'aller dans une perfection. Les enseignants, c'est aussi transmettre toutes les connaissances. Alors, on a les enseignants, les formateurs professionnels, ou pour tous les enseignants, ça peut être aussi les professeurs des écoles. Et on a vu réellement leur travail accompli, tout simplement quand on a été obligé de garder nos très chers enfants. Donc, on doit tenir compte des émotions attendues, les émotions ressenties, la cohérence du rôle, les influences postulées sur le niveau de bien-être au travail. Donc, vous avez dans les 2 slides suivants 2 tableaux de synthèse qui vous permettent de voir des exemples de valeurs. Tout ça, c'est dans le rapport de l'INRS, hein, donc vous pourrez très facilement le retrouver. Donc, vous avez l'infirmière, l'exemple de valeur se montrait secourable, avec les émotions attendues, plus ou moins, les émotions ressenties, la cohérence de rôle et les influences possibles au niveau du bien-être au travail. Pareil pour le comptable, pareil pour l'enseignant. Donc, en conclusion, sur cette partie-là, c'est vraiment le travailleur, sa situation de travail face aux diverses sollicitations, à des recours à des stratégies physiques, cognitives et émotionnelles, sa capacité physique, sa capacité intellectuelle, le fait de pouvoir avoir des relais aussi personnels et entre ses collègues. Et tout ça, ça fait les émotions ressenties, la cohérence du rôle, et on tombe sur le fameux bien-être au travail. Qui passe aussi, bien évidemment, sur, encore une fois, le dialogue. Voilà. C'est réellement une partie très importante. C'est difficile à mettre en place, dialoguer avec des personnes maintenant, comme le télétravail est fini, on va revenir au travail physiquement, et là, il y a des personnes qui ne supportent pas. Et c'est ça réellement le bien-être au travail, donc le mieux-être, c'est réussir à avoir absolument un vrai dialogue. Peut-être simplement que les managers, les patrons, ou même vous, entre collègues, essayez de discuter 2-3 minutes avant de commencer à travailler, au niveau de la pause, pour essayer de lâcher prise, de savoir ce qui ne va pas, et d'en discuter. Tout le monde a à peu près les mêmes situations à cause de cette pandémie, et de nouveau, je reviens au travail. Pour arriver à la dernière partie, les grandes tendances du bien-être en entreprise. Donc là, de manière générale en France, il y a vraiment 2 grandes catégories qui commencent à se démarquer, tous les principes de la sophrologie et de la relaxation, et le côté des techniques de bien-être qu'on va voir. Donc ici, la relaxation, il y a certaines personnes qui peuvent mettre aussi des méditations, des salles de pause. J'ai vu aussi dans certains, c'est une musicothérapie, oui. Ou alors on peut réussir à avoir dans une salle de pause un coin avec un petit lit et une partie qui se rabat dessus avec des salles de sieste. Ça peut être aussi du yoga du rire. Après, la sophrologie, pour en revenir ici, ce n'est pas forcément du massage. Voilà. Ça n'a rien à voir.
On le dit souvent, parce que ça nous fait sourire, parce qu'on le voit souvent en entreprise où tout simplement il y a une méconnaissance du métier. Donc la sophrologie ont des techniques vraiment au point. Vous avez la chambre syndicale de sophrologie et les syndicats des sophrologues professionnels qui ont des écoles et des praticiens parfaitement formés via RNCP. Et ces deux syndicats œuvrent sur une norme de qualité. Néanmoins, nous vous mettons en garde, comme on l'a vu au niveau de la prévention des risques et de la qualité de vie au travail, tous ne sont pas formés à la prévention d'entreprise. Ça ne remettra jamais en cause la qualité du praticien, mais attention à vous en tant que dirigeant, encadrant et autres employeurs, à savoir quel va être le but de l'opération. C'est quoi votre intervention? Est-ce que vous êtes vraiment dans du mieux-être au travail ou est-ce que vous voulez partir sur une autre chose? Et enfin, vous avez bien évidemment les techniques de bien-être. Donc, il existe des techniques dites naturopathiques. Donc, naturopathie, ce sont des techniques manuelles, hein, ils utilisent leurs mains, et asiatiques qui peuvent aider les entreprises, le shiatsu, le hamaasi, les massages habillés. Néanmoins, il faut faire attention avec ça sur l'avantage en nature que les salariés pourraient supporter. Attention à comment vous allez l'amener dans l'entreprise. Renseignez-vous auprès des URSSAF. Sachant que la petite subtilité française, c'est que généralement les URSSAF sont quand même indépendants des autres. Une discussion au niveau d'une URSSAF où ça va facilement passer, par exemple en Seine-Maritime, ça pourra peut-être pas passer dans l'heure, voilà. Mais ça pourrait peut-être très facilement passer dans la région parisienne. On l'a vu. Donc Nota, pareil, mais là on va voir vraiment une bonne information. Les praticiens de bien-être sont très peu formés aux techniques de prévention d'entreprise selon le Code du travail. À ce jour, aucune fédération de bien-être n'est formée le côté entreprise. Ça n'en met pas en cause, comme je le disais précédemment, les praticiens, mais attention au vocabulaire au but de l'intervention. Les praticiens ne connaissent pas, par exemple, les capitaux biomécaniques personnels qui sont la base de la prévention du principe ergonomique et du principe geste et posture. Donc, si vous voulez aller là-dessus, nous ne pouvons que vous encourager à le faire. Mais attention, si vous faites une soirée de bien-être détente parce que vos salariés ont fait un challenge, foncez. Maintenant, si vous voulez commencer à parler de prévention, attention à la formation, vérifiez bien les formations des praticiens, vérifiez bien les formations des centres de formation parce que les buts ne seront pas les mêmes, votre responsabilité d'employeur ne sera pas la même et tout simplement que vous pourriez peut-être même intégrer ces pratiques-là dans votre plan de prévention des risques. Ce qui me fait aussi repenser, avant de clôturer cette session, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, tout ça faire partir directement sur la roue de la QVT. Tout à fait. Il y a du bien-être, mieux-être en entreprise. Comment on va essayer de l'aborder? Est-ce qu'il faut une salle de pause ou pas? Avec tous les risques liés bien sûr à l'entreprise. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des risques physiques, chimiques, environnementaux, sociétals. Et c'est quand même assez important d'avoir du bien-être. Tout à fait. Et pour rebondir, et ce sera ma conclusion par rapport à ce que vient de dire Damien, tout ce que vous allez faire dans l'intérêt de vos salariés, c'est tout à votre honneur et on ne pourra jamais autant vous encourager à le faire. Néanmoins, pensez simplement à un truc très simple, c'est parlez-en à vos collaborateurs, parlez à vos salariés. Ne restez pas entre guillemets avec cette image un peu désuète, je vous l'accorde, mais on le voit trop souvent encore où vous êtes dans une tour d'ivoire et il y a un décalage avec la base, alors que juste un simple dialogue social pourrait permettre justement d'arriver à une bonne QVT et à une bonne QVTC. Pour la petite conclusion, c'est aussi important, on ne le répétera jamais assez, d'avoir un dialogue. Si on prend le principe des sociétés multinationales où en France, ils ont réellement une culture anglo-saxonne du bien-être et autres, il y a beaucoup d'entreprises, de patrons qui veulent mettre ça en place, mais les employés ne sont pas au fait de ça. Et le bien-être au travail, il y en a, ils n'ont pas voulu avoir les journées de bien-être parce que ça ne leur plaisait pas. Il faut réellement amener toujours et encore ce fameux dialogue. Et bien évidemment, si vous avez des questions et des conseils, rapprochez-vous de Demos. Leurs conseillers se feront un plaisir de répondre. Merci à tous pour ce webinaire. Ça va? On n'a pas trop dépassé l'horaire imparti. Je repasse la main aux organisateurs s'il y a des questions.
Nous restons bien évidemment à votre entière disposition et merci à tous pour ce webinaire. Et s'il y a des questions, nous allons vous faire un plaisir de répondre. Alors, on a une question. Comment bien réussir une intégration? Pardon, comment? Comment bien réussir une intégration? Damien? Tout dépend de ce que vous entendez par intégration. Si c'est simplement mettre une démarche de bien-être, ou alors si c'est, comme je vous disais avant, de voir directement les plans d'architecte. Donc ici, c'est directement, en reparlant du principe de la QVT, c'est au niveau du COPIL, CODIR, donc comité de pilotage, comité de direction, où là, la direction avec les personnes intéressées, ou vous-même en tant qu'employé, vous pouvez aussi remonter ces informations-là à vos directions qui vont créer un comité de direction, donc CODIR, et comité de pilotage, et pour avoir ces intégrations-là, mais tout dépend de ce que vous voulez. Si c'est simplement un aménagement de poste, dans ce cas-là, vous pouvez directement faire voir vos supérieurs hiérarchiques pour votre propre aménagement de poste. Après, si c'est réellement sur des machines, outils ou que sais-je encore, ça peut être sur des EPI, ça peut être sur tout un tas de choses. Ici, il faut réellement que vous revoyez ça avec votre direction. Et pour rebondir un petit peu sur l'autre partie que j'interprète comme ça, mais la question était quand même très générique, si c'est l'intégration du collaborateur, c'est assez simple, c'est de tout simplement parler dans l'équipe qu'il va y avoir un nouveau collaborateur, que ce nouveau collaborateur ou cette nouvelle collaboratrice, bien évidemment, va faire et est affecté à tel poste pour qu'on puisse bien l'accueillir. Bien évidemment, l'accueillir dans les meilleures conditions possibles, ça va sans dire, tout en restant dans le concept de travail, hein, bien évidemment, mais c'est surtout et avant tout de bien vérifier que son accès informatique est fait, que le badge est bien mis en place, faire les vérifications. Il n'y a rien de plus angoissant pour un salarié qui arrive à son poste où son badge ne marche pas. Il ne connaît personne dans la société, il ne sait pas vraiment, il est déjà perdu. Puis ça ne fait pas vraiment une bonne image de l'entreprise. Une panne peut arriver toujours, ce n'est pas un problème, mais il faut de préférence bien en amont, 2 jours avant, pas besoin de partir sur plus loin, bien vérifier s'il a son mail, son mail doit être opérationnel, avec un petit message de bienvenue générique de la RH, ça fait toujours plaisir, du chef de service aussi. Les badges, ça doit être parfaitement opérationnel, que quand le salarié arrive, il sait que, ok, j'arrive, je dois aller là, mon supérieur c'est monsieur, madame Untel, mon N+2 c'est monsieur, madame Untel, la RH c'est madame Untel, etc. Une intégration réussie, c'est la fidélisation du collaborateur dans 80% des cas. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est aussi dans la loi, avoir un livret d'accueil qui va recenser tout ce qui est fait dans l'entreprise avec un petit historique. Et ce qui est bien aussi, ce qui serait appréciable, c'est d'avoir aussi un référent pendant les quelques premiers jours où il pourra poser toutes ces questions, puisque ça paraît tellement naturel, tellement intuitif, mais en réalité, c'est assez peu fait d'avoir un collaborateur, une aide. Et généralement, on a le livret d'accueil, lis-le, tu as une demi-heure pour le lire, quand c'est une demi-heure, et ton poste est ici. Voilà. Bien évidemment, tout ça, c'est à rapporter à la taille de l'entreprise, c'est évident. Néanmoins, nous vous rappelons aussi que réglementairement, la formation générale à la sécurité est obligatoire. Ce qui peut se faire en 3 minutes montre en main, c'est vraiment, si jamais il y a un problème, l'incendie, ton point de rassemblement est là, le secouriste est là, etc. Ça prend 10 minutes. En plus, c'est une option réglementaire. Vous faites ça en lui donnant le livret d'accueil. L'intégration, elle est réussie. Le salarié, le collaborateur, quand il arrive, il sort du bureau, il dit c'est bon, j'ai tout ce que j'ai pour travailler. Et je sais que je vais être accueilli à mon service par monsieur ou madame Untel et ça va bien se passer. C'était bien donc l'embauche l'intégration d'un nouveau collaborateur. Très bien, bien compris. Il y a une autre question, y a-t-il des études ou des statistiques qui établissent le lien entre un engagement dans une démarche de QVT et l'amélioration des performances de l'entreprise? Très peu d'études à notre connaissance. Oui. C'est très compliqué les études. J'inviterai la personne à se rapprocher de l'INRS tout simplement. À ma connaissance, j'en ai pas, on va regarder. Au niveau de l'instance européenne, à ma connaissance, il n'y en a pas encore, parce que c'est assez récent. Donc c'est vrai que les études, c'est un petit peu compliqué à faire. Il y en a certaines au niveau des risques psychosociaux. On va prendre la question, on va regarder de notre côté, on vous enverra la réponse, mais là, à notre connaissance, c'est un petit peu compliqué. Alors, pardon.
Allez-y. Non, mais allez-y, allez-y. Alors, si on souhaite mettre en place une démarche QVCT, par quoi commencer et on part de quelle base? Et quel est le lien entre sécurité, QVT et QVCT? D'accord. Donc ici, il faut prendre la QVTC comme une QVT normale avec les 4 démarches. Donc ici déjà, c'est quelle est votre problématique? Est-ce que c'est tout simplement de nouveaux personnels qui vont arriver, un aménagement plus général? Est-ce que on va aussi parler de toutes les formations réglementaires? Est-ce qu'on va aussi parler de je ne sais pas quel autre sujet. Donc tout dépend de la base, mais le tout c'est réellement... Alors, il y a 2 cas de figure, soit vous êtes patron, ou soit vous êtes salarié. Donc si vous êtes salarié, vous allez prendre renseignement et avec votre hiérarchie, lui soumettre ces projets-là pour essayer de faire déjà un comité de pilotage. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez réellement parler concrètement de ce que vous voulez faire. Oui, vas-y. Ensuite, bien évidemment, il y a un lien tout de suite à faire, c'est entre l'analyse des risques document unique, analyse des risques psychosociaux, analyse en ergonomie, qui sont les actions réglementaires. Et ça vous fait déjà la moitié du travail à faire, parce que vous avez tous vos risques physiques et mentaux. Et ça vous permet comme ça d'aller tout simplement à l'essentiel, en mettant en place une stratégie, un dialogue social. Et ça peut très bien rentrer dans le plan annuel d'évaluation des risques. Un plan d'évaluation des risques, je vous rassure, on ne vous demande pas un roman de 150 pages recto verso. Ça peut tenir en 3 pages. Tout dépend de la volonté d'y aller. Donc, ce sont vraiment les clés à faire. C'est assez simple, en fait. Il ne faut pas vous faire une montagne d'une souris. Donc ici, pour en rebondir justement sur cette question-là, suffit simplement de voir votre poste de travail. Si vous avez des fils qui sont au milieu du chemin, c'est aussi un risque. Donc comment réussir à faire que le risque soit moindre. Donc ça serait plutôt un risque de chute, peut-être simplement mettre une boulotte. Après, ça peut être aussi des risques au niveau des ambiances sonores ou lumineuses. Qu'est-ce qui serait amène à faire une salle de pause? Oui, une salle de pause. Alors, soit vous pouvez réussir à les régler en interne, ou si c'est réellement trop difficile, pour diverses raisons, vous avez aussi tous les professionnels qui sont derrière, qui peuvent faire des audits en ergonomie, au niveau des RPS. Alors, on a quelqu'un qui travaille à l'URSSAF et qui nous dit qu'ils ont mis en place une procédure qui va toujours de l'accueil jusqu'au séminaire des nouveaux embauchés très fournis. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas mieux. C'est vraiment ce qu'il faut faire. On invite cette personne à continuer. C'est vraiment ce qu'il faut faire. On est vraiment dans l'accueil des salariés, la fidélisation des collaborateurs. J'invite cette structure à en parler autour d'elle, et si c'était fait dans toutes les entreprises, on aurait moins de turnover dès la première semaine. Bravo à elle. Alors, une entreprise, entre parenthèses, dont les salariés s'essoufflent, souhaite faire intervenir un professionnel sur l'hygiène alimentaire, la gestion du stress, la prévention du burn-out. Comment l'intégrer dans le budget QVT? Déjà, avant tout, il faudra déjà qu'il y ait une analyse de risque, parce que le burn-out, c'est une maladie. Le stress est un RPS et le burn-out est une conséquence des RPS. Donc, moi, j'inviterais plus cette personne, c'est à commencer à demander, alors si c'est l'employeur, il faut qu'il fasse une analyse des risques. Si c'est le salarié qui demande le document unique, vraiment faire une analyse de risque, faire une vraie annexe des risques psychosociaux. Et une fois qu'on a fait ça, après, voir les améliorations de la QVTC, qualité de vie et conditions de travail. Mais tout ceci n'est pas obligé d'avoir des budgets exorbitants. Après, vous pouvez aussi avoir des aides au niveau des URSSAF de la CARSAT, qui ont des budgets spécifiques. Alors, ils n'ont pas non plus un budget illimité, et il faudrait réellement que vous montiez un dossier avec tout ce que vous recherchez à faire, et après, vous n'avez aucun souci. Ils peuvent aussi vous aider à mettre en place ces démarches-là. Mais ça peut être aussi des démarches moins coûteuses. Ça peut simplement être, on va faire les plannings différemment, parce que il y a simplement des personnes qui doivent aller chercher leurs enfants. Après, c'est assez difficile sans avoir leur cas propre.
Mais l'analyse de risque est avant tout obligatoire. Ça ne sert à rien d'aller chercher des professionnels de gestion de stress. Ça s'appelle un psychologue du travail, ça va s'appeler le médecin du travail. Avant tout, il faut bien comprendre, c'est déjà d'où vient le stress. Est-ce que c'est du stress parce que la personne elle est stressée physiquement à son travail? Est-ce qu'elle a une charge émotionnelle trop forte? Est-ce qu'elle a une charge mentale trop forte? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a du harcèlement ou pas? Comment ça se passe et tout ça? Donc, il faut vraiment faire une bonne analyse de risque professionnel avant d'aller chercher à l'extérieur. Le premier préventeur, outre le référent santé sécurité au travail, c'est le médecin du travail. S'il y a ça, il faut tout de suite aller voir le médecin du travail. Commencez pas à aller chercher en externe ce que vous allez réglementairement devoir déjà faire en interne. Ça ne sert à rien d'aller chercher des aides. Faites une analyse de risque et une fois que votre analyse de risque est faite, à ce moment-là, vous aurez 90% des clés. Alors, on va prendre une dernière question. Avez-vous des conseils pratiques pour un manager pour mieux gérer l'équilibre vie pro, vie perso en contexte de télétravail et d'hyperconnexion? Vaste programme. Alors, la grande question. Le tout, c'est déjà essayer d'avoir des logiciels en interne qui déjà permettent de... Alors, ce n'est pas du tout du flicage, c'est simplement à partir d'une certaine heure faire comprendre aux employés qu'ils ne doivent plus se connecter, donc avoir un blocage au niveau de leur compte pour essayer de garder un rythme professionnel. Parce que certaines personnes regardent encore leur mail à 2 h du matin ou pendant leurs vacances. Il y a un accord national interprofessionnel sur le droit à la déconnexion. Comme le disait très justement Damien, après, ça sera toujours l'analyse de risque, etc. Mais c'est vrai que le télétravail, on a tendance à en faire plus. Attention, le code du travail est très clair. Il y a des périodes de repos obligatoires qui sont de 11 heures. Parce que le problème derrière tout ça, c'est que derrière, il y a des heures supplémentaires, il y a des heures complémentaires, indépendamment du côté rémunération. Il y a surtout le fait que si vous finissez à 23 h, le lendemain, vous embauchez à 8 h du matin une réunion, vous n'êtes pas dans les 11 heures réglementaires. Donc attention à ça. Ça se voit en analyse de risque et en accord d'entreprise. Et justement, pour le télétravail, au début, c'était réellement quelque chose qui était mis en place ponctuellement par certaines personnes. Mais le problème, c'est comme on a eu la crise sanitaire, toutes les personnes se sont mises au télétravail par obligation et actuellement, au niveau législation, au niveau de la loi, rien n'est réellement encore sorti. Il y a un accord national interprofessionnel sur le télétravail qui a été signé en début d'année. Il est en train d'être déployé dans les entreprises, mais on est vraiment aux prémices. Donc c'est vrai que le télétravail pendant la pandémie a été... il y a eu un mur, si vous voulez. Tout le monde s'est pris le mur d'un seul coup. Et surtout, essayez aussi de dialoguer avec votre responsable sur votre vision du télétravail. Qu'est-ce que vous attendez de vos employés ? C'est aussi quelque chose qui est très important. Quelles sont les missions par rapport à leur fiche de poste que vous pouvez mettre? Merci, Claudia. Désolé, on pourra déborder pendant pas mal de temps au niveau des webinaires. Merci à tous et nous restons à votre entière disposition et n'hésitez pas à vous rapprocher de Demos concernant le déroulé des formations. Et si vous avez des questions, Demos va nous les transmettre et on vous répondra dans les meilleurs délais. Merci. Bien, merci à tous pour votre participation. Et on est encore 77 participants. C'est quand même bien. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.